Ces ruines mystérieuses seraient la cité d'un personnage de légende, le roi Midas. L'histoire de Midas est l'une des plus célèbres de la mythologie grecque. On dit que le roi Midas transformait tout ce qu'il touchait en or. Un conte teinté de réalité. La plupart des mythes ont un fond de vérité. Cette étrange colline serait-elle la tombe du roi Midas? Ce monument est l'une des découvertes les plus sensationnelles du XXe siècle. Pour retrouver la réalité derrière le mythe, les archéologues interrogent les vestiges du passé. Ils explorent les profondeurs de formidables monticules antiques. Avec une question en tête, ces ruines étaient-elles pavées d'or? Cette quête fait ressurgir une ville somptueuse. Un tombeau obscur. Un roi depuis longtemps disparu et ses immenses trésors. Voici la véritable histoire du roi Midas. Voici Gordione, une citadelle vieille de 3000 ans. Elle est située dans le centre de la Turquie, à 70 km d'Ankara. Il y a plus d'un siècle, des ouvriers qui construisaient une voie ferrée sont tombés ici sur un immense amas de céramiques antiques. Les archéologues ne se doutaient pas qu'ils allaient découvrir la capitale de l'un des grands peuples de l'Antiquité. À son apogée, Gordione compte plus de 10 000 habitants. C'est le cœur d'un puissant royaume. Une citadelle domine la ville. Elle est protégée par un rempart de près de 5 mètres de hauteur. La cité serait la capitale de Midas. Dans la mythologie grecque, ce roi avait le don de changer tout ce qu'il touchait en or. Cette incroyable légende a-t-elle un fond de vérité? Brian Rose est professeur d'archéologie à l'Université de Pennsylvanie. Il dirige les fouilles de l'antique cité de Gordion depuis une quinzaine d'années. Quand des visiteurs arrivaient à Gordione, ils franchissaient d'abord la gigantesque porte de la citadelle. C'était l'une des plus imposantes de tout le Proche-Orient. Cette porte s'élève à près de 10 mètres. Ses murs font plus de 6 mètres d'épaisseur. À l'intérieur, on a dégagé le quartier des artisans, des bâtiments administratifs et les demeures de l'élite. Gordione était la capitale de la Phrygie, un royaume qui a couvert à son apogée une grande partie de l'actuelle Turquie. Si Gordione a pris une telle importance, c'est parce qu'elle était située à l'intersection entre le monde oriental et le monde occidental. Toutes les routes commerciales entre l'Est et l'Ouest passent par cette ville. À la différence des Grecs et des Égyptiens, les Phrygiens ont laissé peu de traces écrites. Leur histoire reste nimbée de mystères. Mais un mythe célèbre a traversé le temps. Dionysos, le dieu de la vigne et des excès, veut remercier Midas pour un service rendu. Il lui accorde un vœu. Midas demande un pouvoir magique. Celui de changer tout ce qu'il touche en or. Il devient ainsi immensément riche. Mais quand il se met à table, sa nourriture se change en or. Quand il prend sa fille dans ses bras, elle se fige en statue d'or. Midas demande à être débarrassé de cet encombrant pouvoir. Dionysos a pitié de lui. Il l'envoie se laver les mains dans les eaux du Pactole. Alors que Midas touche la rivière, le fond sableux se transforme en or et le sortilège disparaît. Je crois que la plupart des mythes, sinon tous, comportent un fond de vérité.
Julian Bennett est professeur à l'université Bill Kent d'Ankara. Il cherche la vérité derrière le mythe de Midas. Pour commencer, Midas a-t-il vraiment existé? L'archéologue nous mène au pied d'un monument taillé dans une falaise à quelques kilomètres de Gordione. Il mesure plus de 18 mètres de haut. Sa façade est couverte d'un décor géométrique fait de carrés et de croix entrelacées. Ces motifs représentent des édifices ou des temples en bois. Ce monument semble contemporain du règne de Midas. Le style du monument nous permet de le dater du 8e siècle avant notre ère. C'est l'époque de l'apogée de Gordione. Et les sources historiques nous apprennent que Midas régnait alors sur la Phrygie. Les dates correspondent. Au sommet du monument, une inscription porte la trace de l'existence de Midas. Elle est écrite en phrygien. La langue phrygienne est encore mal connue, mais l'écriture présente assez de similitudes avec le grec ancien pour qu'on puisse la déchiffrer. Nous avons ici la déclaration d'un souverain nommé Midas, qui règne manifestement sur une région qu'on appelle la Phrygie. Un roi du nom de Midas a donc bel et bien existé au cours de l'histoire. Selon Brian Rose, le monument rappelle certains aspects architecturaux de Gordione. La façade du monument de Midas est couverte d'un décor géométrique. Il s'agit peut-être d'une copie des motifs qui ornaient les édifices de l'acropole de Gordione au temps du règne de Midas. La citadelle occupe une surface d'une douzaine d'hectares. Ses portes gigantesques abritent un alignement d'édifices impressionnants. Certains font plus de 15 mètres de hauteur. Les frontons sont ornés de motifs peu communs. Et les façades sont couvertes de magnifiques décors géométriques. Ces bâtiments de prestige affichent la richesse de la Phrygie. Dans l'un d'eux, les archéologues ont fait une découverte exceptionnelle. C'est la plus ancienne mosaïque de galets jamais découverte. Elle nous donne une idée du décor raffiné qui ornait les sols des édifices de la citadelle à l'époque de Midas. Ces pavements de galets ressemblaient à des tapis posés au sol, chacun orienté dans une direction légèrement différente. Ces motifs s'inspiraient probablement de l'industrie textile de Gordione. Gordione tirait sa richesse de son artisanat exceptionnel. La Phrygie était célèbre pour son industrie textile. Dans la citadelle, l'un des édifices que nous avons fouillés était manifestement occupé par les ouvriers du textile. Dans certaines pièces, on a trouvé entre 500 et 600 pesons de métier à tisser. Cette profusion montre une production textile à très grande échelle. Le talent des artisans locaux ne se limitait pas au tissu. Le site de Gordione a livré des centaines de magnifiques objets en céramique et en métal. Au 8e siècle avant notre ère, les matériaux et les produits de Phrygie étaient très demandés dans tout le monde connu. On voulait des coupes de bronze phrygiennes, des meubles de bois phrygiens, et on voulait reproduire chez soi la mosaïque phrygienne. Les vestiges de Gordione permettent de mieux connaître le peuple sur lequel régnait Midas. Julian Bennett nous emmène à la découverte d'un escalier taillé dans le roc. Il descend profondément dans la terre. Ces marches ont été taillées à la main avec de simples outils comme des pics. Ça représente un travail énorme. Un relief sculpté orne l'entrée de la galerie souterraine.
On voit ici la tête d'un homme. C'est un berger qui mène une grande brebis ou un bélier. On ne distingue pas bien la tête de l'animal, mais on voit ses quatre pattes. Le motif est curieux, mais il annonce la fonction de cette structure. L'escalier mène à un étonnant réseau de galeries souterraines. Les archéologues n'en ont fouillé qu'une petite partie. Ces galeries conduisent à des mares qui étaient alimentées en permanence par une source venant de l'extérieur. Les hommes et les animaux descendaient ici pour avoir de l'eau fraîche. Il faut un degré d'organisation important pour creuser un réseau de galeries comme celui-ci. Ils savaient ce qu'ils faisaient, ce n'étaient pas des ignorants. La culture phrygienne était donc relativement avancée. Mais il faut davantage d'éléments pour retracer l'histoire de Midas. Sous son règne, le royaume de Phrygie est innovant et puissant. À son apogée, il occupe toute la partie centrale de l'actuelle Turquie. Dominer un grand territoire permet de disposer de nombreuses ressources naturelles. Les Phrygiens avaient le choix pour les essences de bois, pour le travail de métaux variés grâce à leurs mines. Ils avaient toutes les ressources nécessaires à leurs différentes industries. La Phrygie figure en bonne place dans la grande épopée de l'époque, l'Iliade. Homère la décrit en effet comme une alliée de Troie. Sous le règne de Midas, Gordione était une cité éclatante qui impressionnait tous les hôtes et voyageurs de passage. L'extraordinaire richesse de Gordione est-elle à l'origine de la légende du roi Midas? Les curieux monticules disséminés autour de la ville peuvent apporter d'autres indices. Gareth Derbyshire travaille lui aussi pour l'université de Pennsylvanie. Il fait partie de l'équipe de fouilles de Gordione depuis 20 ans. Il nous conduit dans la vallée en contrebas. Là, des dizaines de tertres de différentes tailles paraissent monter la garde autour de la cité. Il y a plus de 120 de ces tumulus alignés le long d'anciennes voies de circulation tout autour de la ville. Leur forme indique clairement qu'ils ne sont pas naturels. Ce sont des tertres funéraires, les tombeaux de l'élite de Gordione. Ces tumulus ont été construits entre le milieu du 9e et la fin du 4e siècle avant notre ère, c'est-à-dire environ 150 ans avant Midas et 4 siècles après lui. Un tumulus domine tous les autres de sa haute taille. Il est visible des kilomètres à la ronde. Ce tumulus est l'un des plus grands tertres funéraires du monde. C'est l'une des découvertes les plus sensationnelles du XXe siècle. Cette colline conique est faite de centaines de milliers de tonnes de terre. Selon les spécialistes, ce chantier a mobilisé 1000 personnes pendant 1 an et demi. On imagine bien qu'il a fallu une main-d'œuvre très nombreuse pour construire un tel monument. À qui a-t-on fait appel pour participer à ce chantier? Ça pouvait être des esclaves, des soldats, des personnes libres ou même des enfants. On n'a aucune trace écrite, on ne peut faire que des hypothèses. Les premières fouilles du tumulus ont eu lieu dans les années 1950, un véritable défi pour les archéologues de l'époque. On ne peut pas se mettre à creuser n'importe où, sur les flancs ou à partir du sommet. Il faut être très prudent. Le tumulus risque de s'écrouler. Ce genre de fouille peut tuer des gens. Autre défi de taille, la sépulture peut se trouver en n'importe quel point du tumulus. Une ruse pour décourager les pilleurs de tombes. L'entreprise revient à chercher une aiguille dans une meule de foin. Alors les archéologues font appel aux technologies de pointe de leur époque. Ils ont fait venir du Texas une tête de forage conçue pour la prospection pétrolière, avec une longue tige. Cet instrument permettait de partir du sommet du tumulus
et d'aller jusqu'au fond. On fore ainsi des dizaines de trous en quête de la chambre funéraire. À la 96e tentative, la tige heurte un objet solide. On arrête le forage. L'objectif vient d'être localisé. Il ne reste plus qu'à creuser. Des mineurs de la région ouvrent une tranchée dans les flancs du tumulus. Creuser à partir du sommet risquerait de provoquer son effondrement. Et ils font une découverte sensationnelle. La colline est faite de plusieurs couches de substrat. Une première épaisseur de terre cache une énorme masse argileuse en forme de dôme. Au cœur de cette couche d'argile, on découvre un mystérieux caveau de bois. À l'intérieur, les archéologues découvrent le squelette d'un homme. Il est entouré de précieux objets funéraires. Qui est ce personnage? Et pourquoi est-il placé au milieu de tels trésors? Serait-ce la tombe du roi Midas? La chambre funéraire se trouve au bout d'une galerie de 30 mètres de long. Elle est trop fragile pour être ouverte aux visiteurs. Mais Gareth Derbyshire a l'autorisation de nous la montrer. Elle est entourée d'une solide barrière en tronc de genévrier. Ces énormes rondins de genévrier servaient à protéger la tombe et ce qu'elle contenait des voleurs. Ce type de protection, ainsi que la taille colossale du tumulus, font beaucoup penser aux pyramides des pharaons égyptiens. La tombe, hermétiquement scellée pendant près de 3000 ans, est parfaitement conservée. Il est très rare que les matières organiques se conservent. Mais ici, la tombe a été scellée peu de temps après l'inhumation et l'oxygène a disparu. Et si la chambre ne s'est pas effondrée, c'est parce que la construction du toit et des murs est particulièrement solide. Le processus normal de décomposition ne s'est pas produit. La tombe contient des éléments qui pourraient permettre d'identifier son occupant. On a fait une découverte extraordinaire en 2011 en examinant les poutres du toit. On ne les voit pas bien d'ici, mais il y a des inscriptions sur l'une des poutres de pin. On a identifié 4 noms, et il pourrait y en avoir davantage qui sont encore cachés. On sait comment s'écrivait le nom de Midas en phrygien, mais il n'est pas cité ici. Alors question, l'un de ces noms désigne-t-il la personne enterrée dans la chambre funéraire? Les noms Ourounis, Nana, Mixos et Sitsidos semblent avoir été tracés par la même main. Mais ils conservent tout leur mystère. On ne sait pas qui ces noms désignent. Il pourrait s'agir de personnes qui ont participé à la construction de la tombe ou à la cérémonie funéraire, ou même de divinités. Ce pourraient aussi être les noms des dignitaires présents lors des funérailles, qui auraient signé sur les poutres avant la fermeture du tombeau. Mais ces noms ne disent rien de l'occupant de la tombe. En revanche, les archéologues peuvent faire parler le bois. La dendrochronologie permet de dater les rondins de la tombe, une donnée importante pour identifier le squelette. Un arbre produit tous les ans un cerne de croissance. Quand l'écorce est intacte, comme c'est le cas pour les poutres de genévrier de la tombe, on peut calculer la date à laquelle l'arbre a été abattu. On a prélevé plusieurs échantillons sur ces poutres. On a compté les cernes et les rondins remontent tous à la même période. Les analyses ont permis de dater précisément la tombe. Elle a été construite en 740 avant notre ère, ce qui en fait la plus ancienne structure de bois au monde. Mais cette date ne correspond pas tout à fait à l'époque de Midas. 740 avant notre ère, c'est un peu trop ancien pour qu'il s'agisse de Midas. On sait grâce à des archives assyriennes qu'il était encore en vie en 709 avant notre ère.
Donc cette tombe ne peut pas être celle de Midas. Le roi Midas est monté sur le trône après le scellement de cette tombe. Alors, qui a été inhumé ici? Brian Rose a mené l'enquête. Quand les archéologues découvrent une tombe, ils cherchent bien sûr l'identité de son occupant. Le squelette était très bien conservé. Alors on a essayé de voir s'il présentait des traits particuliers qui pourraient nous renseigner sur sa personne. À partir du crâne, les archéologues ont pu reconstituer la physionomie du défunt. Le portrait saisissant d'un souverain inhumé, voici près de 2800 ans. Voici le visage reconstitué de l'homme qui était dans la tombe. L'analyse des ossements nous a permis de déterminer son âge. Il avait entre 60 et 65 ans, ce qui était relativement vieux pour le 8e siècle avant notre ère. Le crâne présente une forme insolite. Il a été délibérément allongé, sans doute pendant son tout jeune âge. L'élite de Gordione entourait le crâne des bébés de bandages. À mesure que l'enfant grandissait, ses os durcissaient et se figeaient dans une forme allongée. Le crâne déformé, la datation des ossements, la taille du tumulus funéraire, tous les indices pointent vers un personnage en particulier. Notre conclusion est qu'il s'agit probablement du père de Midas, dont le nom était Gordias. Gordias a régné au milieu du 8e siècle avant notre ère. Son histoire est, elle aussi, entrée dans la légende. Le souverain précédent est mort sans laisser d'héritier. Alors le peuple consulte l'oracle. Il déclare que le prochain homme qui entrera dans la ville sur un char à bœufs devra être proclamé roi. À cet instant, un paysan passe les portes de la ville avec ses bœufs. C'est Gordias. Le peuple le choisit pour roi. Et en son honneur, il rebaptise la ville du nom de Gordione. Quand Gordias meurt, son fils Midas devient roi. Et même si Midas n'est pas enterré dans cette tombe, on peut continuer à l'appeler Tumulus de Midas, car c'est la première construction importante de son règne. La tombe de Midas est peut-être cachée dans l'un des nombreux tumulus voisins. On n'a pas encore retrouvé la tombe du roi Midas, mais on sait que c'était sa ville, la capitale de son royaume. Et quand on marche dans la citadelle, il est très probable qu'on emprunte des chemins qu'il a lui-même foulés. C'est un sentiment très exaltant. Seuls 46 des 126 tumulus de Gordione ont été fouillés. La dernière demeure de Midas reste encore à découvrir. Des indications se cachent peut-être dans le tumulus de son père, Gordias. La tombe renfermait un véritable trésor funéraire. Une fois poli, le métal brille comme de l'or. La dépouille était entourée de plus de 150 objets précieux. Sur le squelette, on a retrouvé des fragments de tissu, les restes d'un linceul fait de fils dorés qui devait scintiller à la lumière. Ce trésor est-il lié à la légende de Midas, le roi qui changeait tout ce qu'il touchait en or? On a retrouvé un amas de tissu doré au niveau du cercueil du roi. Il s'agissait soit du drap sur lequel il reposait, soit du linceul qui recouvrait le corps, soit les deux. Les scientifiques ont analysé les fragiles restes de textiles. Le tissu s'est en partie décomposé, de même que le corps enterré dans le tumulus s'est décomposé pour ne devenir qu'un squelette. Donc ce que notre équipe scientifique a analysé, ce n'était pas le tissu lui-même, mais juste une pellicule durcie. L'analyse de cette pellicule montre que la teinte du tissu est due à un pigment minéral, la goethite.
On l'utilise aujourd'hui pour créer des peintures dans les tons jaunes comme l'ocre et le terre de Sienne. Ça, c'est de la goethite. C'est un oxyde de fer qui donne cette très belle couleur jaune. L'analyse des textiles nous montre que les draps du cercueil et sans doute aussi le linceul qui enveloppait le corps du roi étaient recouverts de ce pigment. La fabrication de ce pigment pourrait même expliquer l'origine du mythe de Midas. On chauffe le minerai avec de l'acide formique et de l'urée jusqu'à une température d'environ 90 degrés. Et on obtient le pigment. Mais même à l'état brut, on a du mal à se débarrasser de cette couleur. Ça ne veut pas partir. On peut imaginer qu'à l'époque, on reconnaissait les artisans qui fabriquaient ce tissu ou ces vêtements de prestige parce qu'ils avaient toujours les mains jaunes. Et c'est peut-être ce qui a donné naissance à la légende de Midas, qui changeait tout en or. C'est une ingénieuse explication du mythe. C'est une magnifique teinte jaune d'or. On imagine bien les membres de la famille royale phrygienne ou la noblesse, l'élite, parée de ces vêtements couleur or. Ces riches vêtements au tissage décoratif sont aussi ornés de broderies. Une autre invention qu'on doit aux Phrygiens. C'est ce que nous dit l'écrivain romain Pline l'Ancien. D'ailleurs, en latin, le mot brodeur se dit frigio. Le roi Midas et sa cour sont merveilleusement riches. Tous ces tumulus royaux contenaient un métal funéraire similaire à celui du grand tumulus, le tombeau du père de Midas. Il y avait notamment des meubles de bois pour les banquets, des plateaux, des tables, des tabourets et des chaises, des tissus raffinés, vestiges de linceul, de vêtements ou de draps. On a aussi trouvé des objets en bronze remarquablement ouvragés, des coupes, des cruches. Les objets funéraires étaient destinés à l'usage du souverain dans son royaume éternel, mais ils avaient peut-être aussi une utilité plus terre-à-terre. On n'est pas tout à fait certain que les récipients retrouvés dans les tombes étaient faits pour servir dans la vie après la mort. Ce dont on est sûr, en revanche, c'est que ce sont les vestiges d'une magnifique veillée funèbre. En Phrygie, les funérailles sont l'occasion d'étaler sa richesse. Quand le roi meurt, il est exposé à la vue de tous, sa dépouille couverte d'un linceul doré. L'élite de la ville, parée de somptueux vêtements, se rassemble près du défunt pour un fastueux banquet funéraire. Au menu, ragoût de chèvre épicé, légumes, bière d'orge et hydromel. Puis le roi et les restes du festin sont déposés avec soin à l'intérieur du caveau de bois. La tombe est scellée et le corps laissé à son repos éternel. Les festins funéraires de Gordione et la ville tout entière brillent de mille feux. Bien sûr, Midas ne changeait pas les objets en or en les touchant. Mais cette légende est peut-être une métaphore de la fabuleuse richesse des rois phrygiens. Gareth Derbyshire espère que de futures fouilles éclaireront les mystères de Gordione. Chacun de ces tumulus raconte sa propre histoire. Et il nous en reste beaucoup à fouiller. Alors oui, il y a encore énormément de découvertes et de surprises qui attendent les archéologues de demain. La légende de Midas se résume-t-elle à l'or et aux richesses? D'étranges découvertes faites dans les niveaux inférieurs de la ville montrent qu'il est aussi question de pouvoir et de politique. Quel genre d'homme était Midas? Les chercheurs se sont penchés sur le personnage, si souvent décrit comme avide de richesse. Elif Denel est elle aussi membre de l'équipe de l'Université de Pennsylvanie. La mythologie fait de Midas quelqu'un de méchant, un personnage inquiétant et déplaisant. Alors, on s'est demandé s'il était vraiment comme ça. Si les mythes ont un fond de vérité, le Midas historique devait avoir des traits communs avec son personnage.
Mais la légende ne cache-t-elle pas une autre vérité sur le roi et son règne? Les ruines de la ville de Midas recouvrent une autre cité, un peu plus ancienne. Leurs plans sont quasiment identiques, mais elles sont séparées par une couche d'argile de 5 mètres d'épaisseur. Les objets mis au jour dans cette couche intriguent les archéologues. Ce sont des tessons de céramique de l'âge du bronze. Ils ont plusieurs siècles de plus que les deux villes. Que font ces fragments entre les deux couches archéologiques? Et que nous apprennent-ils sur Midas et sur la violence de son époque? Ces fragments remontent à une époque bien plus ancienne, celle des Hittites, qui ont dominé la région des siècles auparavant. Quand les archéologues ont trouvé ces tessons, ils étaient stupéfaits. Comment la céramique hittite avait pu se retrouver dans les niveaux du 9e siècle, alors qu'elle avait plusieurs centaines d'années de plus? Ils se sont demandé ce qui avait bien pu se passer. Les ruines de Gordione détiennent peut-être la réponse. Résoudre ce mystère pourrait faire la lumière sur la légende de Midas. Elif nous emmène vers la citadelle, près de la porte monumentale de la ville. À l'époque, cette région était un centre de production industrielle de première importance, avec de grandes ressources alimentaires et une production textile. À cet endroit, le site présente ce qu'on appelle une couche de destruction. Pour les archéologues, ce type de marqueur est une mine d'informations. En archéologie, on adore les destructions soudaines. Quand les structures bâties s'écroulent d'un coup, on peut facilement reconstituer l'usage de l'édifice, la façon dont les gens l'habitaient, ce qu'ils mangeaient, comment ils utilisaient l'espace. Ce type de destruction, c'est formidable pour les chercheurs. On pourrait dire que les catastrophes font le bonheur des archéologues. Cette couche de destruction témoigne d'une crise majeure qui a frappé Gordione. On a trouvé les traces d'un gigantesque incendie. Il y a des briques brûlées, des traces de poutres réduites en cendres, des murs effondrés, de la céramique brûlée. Vers 800 avant notre ère, un incendie ravage Gordione. Les habitants prennent la fuite, abandonnant leurs maisons et tous leurs biens. Les archéologues ont d'abord cru à un incendie déclenché par une armée ennemie. Mais ils n'ont pas trouvé de mort. Il n'y avait pas de restes humains. S'il y a eu des combats, aucun vestige ne l'atteste. On sait aujourd'hui que l'incendie n'est pas lié à un conflit militaire. Sinon, on aurait trouvé des traces de combat. Mais on n'a rien retrouvé de tel dans ce secteur. Quelle que soit la cause de l'incendie, il faut rapidement reconstruire la cité et son système défensif. Cette précipitation explique le mystère des fragments de céramique. Il est très probable que les ouvriers ont pris de l'argile dans un secteur où se trouvaient des restes d'habitations hittites. Ils ont prélevé l'argile et l'ont déposée ici, sur les ruines de la cité du 9e siècle. La nouvelle cité se trouve bien au-dessus de celle du 9e siècle avant notre ère. Ils n'ont pas simplement reconstruit la ville, ils l'ont surélevée, ils l'ont bâtie sur une plateforme de 4 à 5 mètres de hauteur. Les visiteurs qui se rendaient à Gordione pouvaient sans doute l'apercevoir à des kilomètres. Gordione est désormais une immense citadelle. Son système défensif compte parmi les plus impressionnants du monde antique. Mais quand Midas monte sur le trône, son royaume est menacé par une puissance rivale.
S'il veut survivre, il va devoir faire des miracles. Pour contrer le puissant empire assyrien qui le menace à l'est, Midas forme une alliance avec ses voisins. Mais quand le souverain assyrien devient trop puissant, il signe un traité de paix avec lui. À l'ouest, il tend la main au royaume grec et épouse une princesse Hélène. Une alliance qui donne à son royaume un précieux accès à la Méditerranée. Le roi Midas avait noué des alliances à l'ouest avec les Grecs, à l'est avec les Assyriens et d'autres peuples. Il jouait dans la cour des grands. Selon Elif, le mythe serait la métaphore de l'habileté diplomatique de Midas. Un roi subtil qui mettait tout en œuvre pour la défense de son royaume. Quand on voit l'histoire du roi Midas, on se dit qu'il devait avoir un pouvoir singulier. Il a construit une cité monumentale, une capitale extraordinaire. C'est sous Midas que Gordione atteint le sommet de sa puissance et de son prestige. La légende évoque peut-être la richesse de Gordione et l'habileté de son souverain. Mais il reste une dernière partie du mythe à examiner. Midas se lamente. Il a changé sa fille en statue d'or. Il supplie Dionysos de le libérer de cette malédiction. Le dieu lui dit d'aller se laver dans une rivière, le Pactole, et le sable du cours d'eau se change en or, tandis que le roi est libéré de ce terrible don. Des éléments trouvés à Gordione pourraient apporter un nouvel éclairage sur le chapitre final de la légende. Kerem Oguz apporte son expertise de l'or aux archéologues. Il va nous aider à comprendre ce qui a pu inspirer le dernier acte du conte de Midas. Il faut d'abord collecter les sédiments de la rivière. À l'époque du roi Midas, on utilisait des peaux de mouton pour récolter l'or des rivières. La toison retient les paillettes d'or charriées par le cours d'eau. Au bout de quelques mois, on retire la peau du mouton de l'eau. Ils mettaient la peau de mouton au soleil, la laissaient sécher, puis ils la passaient au peigne et la secouaient pour récupérer l'or. Cette technique d'orpaillage aurait inspiré le mythe de Jason et la toison d'or. Dans le mythe, Jason et les Argonautes partent de Grèce pour aller voler la toison d'or. Jason et les Argonautes s'embarquent pour une terre inconnue, à la recherche d'une toison magique. Si Jason la trouve, il pourra restituer son royaume à son père, détrôné par son oncle. Aujourd'hui, il n'y a plus d'or pur dans les peaux de mouton, mais on peut le trouver sous d'autres formes. Dans la nature, on trouve de l'or sous deux aspects. L'or pur, mais aussi un alliage appelé électrum. L'électrum est un alliage naturel d'or et d'argent. Dans l'Antiquité, les Grecs l'appelaient l'or blanc. Il existe un lien entre cet alliage et la fin de la légende de Midas. La présence de ce métal dans la région pourrait avoir joué un rôle dans le célèbre mythe. L'explication se trouve à 400 km à l'ouest de Gordione, dans une ville construite sur la rivière Pactole. Sardes. Sardes était l'une des plus grandes cités du monde antique. Elle était notamment réputée dans toute la Grèce parce qu'on pouvait s'y procurer des parfums et des textiles exotiques. Nick Cale est professeur de l'Université du Wisconsin et spécialiste de Sardes, la capitale du royaume de Lydie.
Une technique inventée dans cette cité pourrait expliquer la dernière partie du mythe de Midas. L'archéologue nous emmène dans un curieux quartier de la ville. Quand on a dégagé ce secteur, on a trouvé des fours, et ils contenaient des fragments de pots de cuisson. Comme beaucoup de peuples de l'Antiquité, les Lydiens utilisent des quantités déterminées de métals précieux, comme l'or et l'argent, pour l'échange de marchandises et de services. Pour le commerce, on se sert de l'or et de l'argent pur, surtout de l'argent, comme monnaie d'échange, et on le pèse pour déterminer sa valeur. Les Lydiens se servent aussi de l'alliage naturel d'or et d'argent, l'électrum. Mais ce métal ne va pas sans poser de problème. Un commerçant lydien va hésiter à utiliser cet alliage. Il risque de se faire escroquer parce qu'il n'a aucun moyen de connaître la proportion d'or et d'argent dans le métal dont il se sert pour acheter un mouton. Le secteur des fours montre comment les Lydiens ont résolu ce problème. On a trouvé des traces de feuilles d'or et des instruments qui indiquent la présence d'un atelier. On traitait ici l'électrum pour séparer l'or et l'argent. Les artisans lydiens chauffaient l'électrum pour en extraire l'or et l'argent pur. Ils prenaient de l'électrum, ils le martelaient en feuilles très fines et le disposaient dans une marmite en strates superposées avec des couches de sel et de poussière de briques. Ensuite, ils chauffaient le tout dans un récipient scellé à une température relativement élevée. L'argent réagissait avec le sel pour former du chlorure d'argent et laissait en dessous une sorte de feuille composée d'or pur. On pouvait aussi raffiner les alliages en les chauffant, mélanger à du plomb pour en extraire l'argent. Le but de l'opération était d'obtenir de l'or pur et de l'argent pur. Cet antique procédé alchimique a permis de créer les premières pièces de monnaie frappée de l'Occident. Voici une réplique d'une pièce de monnaie lydienne. Elle a un motif frappé sur le côté face et 2 marques de poinçons sur le revers. Elle est composée d'environ 55% d'or et 45% d'argent. Le poinçon garantit à l'utilisateur qu'elle a bien cette proportion d'or et qu'elle a une certaine valeur qui est garantie par l'État. La monnaie composée d'une quantité fixe d'or pur révolutionne le monde des affaires. Les Lydiens peuvent avoir confiance dans ces pièces poinçonnées et leur économie prospère. L'invention de la monnaie frappée enrichit les Lydiens et leurs rois. De là l'expression « riche comme Crésus ». Crésus était un roi de Lydie et son nom est synonyme de fabuleuse richesse. Les ruines de Gordione ont gardé la trace de cette révolution monétaire. Les archéologues ont mis au jour un trésor de 45 pièces d'or. Elles sont frappées d'une tête de lion, le symbole de la Lydie. Ces pièces peuvent-elles éclairer l'épisode final du mythe de Midas ? Elles montrent la mainmise des Lydiens sur Gordione. On assiste à l'essor de la Lydie et de sa nouvelle dynastie régnante. Les Lydiens conquièrent l'ouest de la Turquie, ainsi que Gordione, où on a trouvé des pièces lydiennes. L'histoire de Midas, qui se débarrasse du don maudit de changer toute chose en or, pourrait être une métaphore, celle des richesses perdues de Gordione. Selon le mythe, Midas parvient à perdre ce don en se lavant les mains dans la rivière, dont l'eau se transforme en or. La légende pourrait être la métaphore du transfert de pouvoir de Gordione à Sardes. On croyait autrefois que l'histoire de Midas était un mythe. L'archéologie révèle qu'une partie au moins de la légende est fondée sur la réalité. Peut-elle éclairer un autre mythe antique, celui du nœud gordien, et nous révéler le destin final de la capitale de Midas? Gordione est au cœur d'une région stratégique, une zone de conflit que se disputent tout au long de l'Antiquité de puissants rois et de grands empires.
Dans ces ruines, les archéologues ont découvert des dizaines de pointes de flèches en bronze. Certaines d'entre elles sont fichées dans les murs. À l'intérieur de la citadelle, ils ont mis au jour les squelettes de soldats. Est-ce la preuve de la destruction de Gordione ? Brian Rose nous conduit au pied d'une énorme structure dégagée près des murs de la ville. En plus des nombreuses pointes de flèches et des squelettes de soldats retrouvés lors des fouilles, on a mis au jour une très grande rampe d'assaut dirigée vers la citadelle. Ces rampes de terre permettaient aux assaillants de prendre d'assaut la ville ennemie. N'oubliez pas que la citadelle qu'on aperçoit derrière moi était située sur un plateau de 12 mètres de hauteur. Il faut ensuite imaginer qu'elle était coiffée de structures de 4 étages. Pour détruire une forteresse aussi monumentale, il fallait construire une énorme rampe d'assaut. La butte mesure environ 150 mètres de long. Elle est faite de pierres et de troncs d'arbres recouverts d'une couche d'argile. Qui étaient les assaillants des Phrygiens? Leur identité va nous révéler le destin de Gordione, la capitale antique de Midas. L'étude des pointes de flèches a montré qu'elles avaient une forme particulière, similaire à des pièces d'armement connues. Il s'agit très certainement de flèches perses. On sait que l'Empire perse a envahi cette région au milieu du VIe siècle avant notre ère et qu'il a bâti des rampes d'assaut pour détruire les villes qui se trouvaient sur son chemin. Cet empire est l'un des plus puissants qu'ait connu le monde antique. Au VIe siècle avant notre ère, sous Cyrus le Grand, son armée conquiert un immense territoire allant de l'Indus à la mer Égée. Gordione est emporté dans cet irrésistible élan. À cette époque, Midas est déjà une figure du passé. Selon les historiens grecs, Midas est mort aux alentours de l'an 700 avant notre ère, après l'invasion de la Phrygie par un peuple venu de l'actuelle Russie. Et de désespoir, il se serait suicidé en buvant le sang d'un taureau. La région a été le théâtre de nombreux conflits à l'époque de la mort de Midas. On peut imaginer qu'il a été tué lors d'une campagne militaire. Mais personne n'est certain de la façon dont il est mort. C'est très frustrant. Il y a 126 tumulus autour de Gordione et la tombe de Midas doit se trouver ici quelque part. Mais on n'a pas encore réussi à la localiser. Et tant qu'on n'aura pas retrouvé son squelette, on ne connaîtra pas la cause de sa mort. L'histoire de Gordione ne s'achève pas avec la mort de Midas ou avec la conquête perse. 2 siècles après Cyrus, une autre armée attaque la ville. Cette armée grecque est conduite par l'un des plus célèbres guerriers de l'histoire, Alexandre le Grand. Il va écrire le dernier chapitre de l'histoire de Gordione. Quand le père de Midas, Gordias, est couronné roi, son char à bœuf est placé dans un temple et attaché avec un nœud extrêmement compliqué. Selon la prophétie, celui qui le dénouera régnera sur l'Asie. Au fil des décennies, beaucoup tentent leur chance, en vain. Mais au IVe siècle avant notre ère, Alexandre arrive dans la ville. Il a l'ambition de conquérir tout l'Empire perse. Confronté au nœud gordien, le conquérant tire simplement son épée et le coupe. Il n'arrivait pas à le dénouer, alors il l'a tranché à l'épée. C'est ce qui a donné naissance à l'expression « trancher le nœud gordien », trouver une solution rapide et efficace à un problème inextricable.
Et comme l'annonçait la prophétie, Alexandre parviendra à soumettre une vaste partie de l'Asie. On me demande souvent si l'histoire du nœud gordien peut être vraie. Elle est rapportée par plusieurs historiens grecs de l'Antiquité, et les récits sont à peu près identiques. Il n'y a donc aucune raison de douter qu'Alexandre est venu à Gordione, y a trouvé le nœud et l'a tranché pour accomplir la prophétie. Au cœur de la Turquie d'aujourd'hui, les archéologues découvrent des vestiges qui éclairent les légendes du passé. Quand on commence une fouille, on connaît les mythes et légendes, mais on ne s'attend pas à trouver des vestiges qui prouvent qu'ils se fondent en partie sur des faits réels. C'est pour ça qu'il n'existe pas de discipline plus passionnante que l'archéologie. Le roi Midas forme le vœu que tout ce qu'il touche se change en or. Mais il s'aperçoit vite que c'est une malédiction et supplie Dionysos de le libérer du sortilège. Les archéologues ont retrouvé la capitale de ce roi de légende, l'énorme tombeau qu'il a construit pour son père, des preuves de son immense richesse et des éléments qui expliquent l'origine du conte. L'histoire de Midas est bien plus qu'un mythe. Elle nous parle d'un roi antique qui transformait tout ce qu'il touchait en succès.